Mes amis, bien le bonjour. On en sait un peu plus sur le Air India, le 787 qui s'est écrasé il y a 2 jours à Ahmedabad. Alors il y a quelques informations qui viennent corroborer une théorie que j'avais avancée hier. Et puis bien sûr il y a 2-3 trucs un petit peu que j'ai pu trouver, que je vais partager avec vous. Alors premièrement, les médias sont tous partis sur l'histoire des volets. Ça signifie les médias partent du principe que les volets n'étaient pas déployés lors de la course au décollage, voire dans des théories alternatives, c'est que les pilotes se sont trompés et ont rentré les volets au lieu de rentrer le train d'atterrissage. C'est extrêmement débattable cette théorie, et même si elle a en tant qu'hypothèse, elle a ses mérites, forcément, eh bien, elle me semble assez peu probable à ce stade. Premièrement, les gens disent on ne voit pas les volets. Lors des vidéos au décollage, effectivement, on ne voit pas les volets. Mais il faut savoir une chose. Le 787 est un avion très moderne avec des volets qui sont beaucoup plus petits que les anciens Boeing. Si vous prenez les anciens Boeing, vous allez voir que les volets ressemblaient à des portes de grange, littéralement. C'est des grosses portes de grange qui sont superposées l'une sur l'autre, qui s'encastrent généralement l'une dans l'autre. Et après, il y a des rails, il y a un moteur sans fin avec de grosses vis qui vont tourner et puis elles vont pousser les volets vers l'extérieur. Donc ils vont non seulement se déployer, augmentant la surface de l'aile, mais aussi aller vers le bas, augmentant la courbure de celle-ci. Ceux-là, tu peux les voir de très très loin. Ce n'est pas le cas sur le 787, parce qu'il a des volets comme un petit peu un Cessna 152. C'est juste le bord de fuite de l'aile, la partie arrière de l'aile qui fait ça, qui va s'abaisser. Regarde, ça c'est la partie arrière de l'aile, elle fait ça. Tic. Tu vois, tu as juste cette partie-là qui s'abaisse. Donc, il n'y a rien qui sort et tout ça. Donc, le dispositif est assez peu visible. D'ailleurs, je vais te montrer 2 vidéos. Tu vas voir de loin des 787 décollés. Et je te défie de deviner si les volets sont sortis ou pas. Bien entendu, ils sont sortis dans ces vidéos, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir ou qu'on peut apprécier à l'œil nu. Donc, ça c'est le premier point. Deuxièmement, si on regarde, il y a une cinématique très particulière sur le train d'atterrissage du 787. C'est-à-dire que lorsque l'avion atterrit, il y a 4 roues par bogie, donc il a 2 trains principaux. On ne parle pas du train avant. Il y a 2 trains principaux, chacun ayant 4 roues qui sont placées 2 par 2, un peu comme le je ne sais pas si on dit bogie d'un semi-remorque en fait, 4 roues comme ça. Et en fait, elles sont positionnées de manière à ce que les 2 roues arrière touchent le sol avant. Donc l'avion arrive, les 2 roues arrière, là, elles touchent avant et après le bogie s'aplatit. Ok. Au décollage, ça se passe comment? Alors au décollage, ça se passe comme ceci. Vous voyez un 787 accéléré, il décolle, les roues avant quittent le sol, les premières, les roues arrière suivent, n'est-ce pas? Ça c'est le bogie, n'est-ce pas? Roue avant, roue arrière. Et ce qui se passe, au moment où les pilotes sélectionnent ils ont une petite manette là sur le tableau de bord, ils la mettent sur train à rentrer, il y a un vérin hydraulique qui fait ça au bogie. Pourquoi? Parce que s'il part comme ceci pour rentrer, il ne rentrera jamais dans son logement. Donc, il va l'aligner avec son logement. Et ceci donne un mouvement très caractéristique sur le 787 qu'on n'observe pas avec d'autres avions. C'est que ça fait ça. Le bogie fait ceci, comme ça. Il passe à l'horizontale et après, il commence à rentrer. Je vais vous montrer cela. Je vais vous montrer j'ai regardé un petit peu sur YouTube. J'ai trouvé un avion qui décolle. Je vais vous faire un zoom dessus et j'aimerais vous inviter à observer ce que fait le train d'atterrissage. Et vous remarquez que soudainement, on voit le bogie qui bouge vers l'avant. Et en fait, ceci correspond au moment où l'un des pilotes, celui qui est monitoring, le pilot monitoring, eh bien, rentre le train d'atterrissage. C'est la première chose qui se passe. Sur le Air India, si on regarde un agrandissement de la vidéo, eh bien, on va voir que le train d'atterrissage est horizontal. Les bogies
hein, sont à l'état horizontal. Ça veut dire que cette action a eu lieu. Ça veut dire que les gars ont commencé, avaient entamé ce mouvement et bien sûr par la suite ils n'ont plus eu d'hydraulique pour que le train d'atterrissage continue à rentrer. Donc ce qu'on a probablement dans cette situation, on a notre Boeing 787 qui est en train de voler, le train sorti, la manette du train en position levée et probablement quelque part des voyants ambre indiquant que le train d'atterrissage est en transit. D'accord ? Donc ça, c'est une situation, je pense, qui à mon sens, bien sûr, on le verra avec l'enquête et tout, exclut le fait que les pilotes se sont gourés. Alors, un décollage avec les volets rentrés, c'est pratiquement impossible sur un 787. Comme je vous ai dit, il y a la checklist électronique, il y a aussi l'histoire de l'alarme configuration qui fait que ce n'est pas comme par exemple le spanner. Regardez le spanner, n'est-ce pas, qui était un MD-80. Je crois que c'était le spanner 5011 hein, qui a tué près de 150 personnes en Espagne. Lui avait décollé sans les volets. Il avait tenté de décoller sans les volets. Il n'a jamais quitté le sol en fait. Quand vous êtes dans un avion, et en particulier un Boeing, même si vous l'entendez aussi sur Airbus, quand vous êtes sur un Boeing, parfois quand l'avion est lourd et il décolle, vous êtes assis près des ailes, vous entendez littéralement les ailes accrochées, zzz, comme ça, vous entendez une vibration à l'instant du décollage, quand l'avion se cabre. Les ailes s'accrochent à l'air à cet instant-là. Si les becs de bord d'attaque, je ne parle pas des volets de courbure qui sont à l'arrière, sont moins importants, mais si je prends les becs de bord d'attaque, s'ils ne sont pas sortis à ce moment-là, le décrochage est garanti à ce stade. En particulier sur Boeing. Pourquoi ? Parce que les Boeing volent plus vite, ont besoin de voler plus vite que les Airbus, à toutes choses égales. Vous comparez un 777 par exemple et vous le comparez à un Airbus A380, l'Airbus A380 dans une approche vole beaucoup plus lentement qu'un Boeing 777 ou qu'un Boeing 787. Les Airbus, un Airbus A330 qui est devant un 787 pose des problèmes au contrôleur aérien parce que les Boeing sont généralement, ces gros Boeing sont classés catégorie D. Ils ont des vitesses d'approche plus élevées que les Airbus qui sont catégorie C. Ça veut dire que les marges de vitesse par rapport au décrochage sont beaucoup plus larges, on va dire, sur Airbus que sur Boeing. Ça signifie Boeing, encore une fois, je ne suis pas en train de suggérer qu'un Airbus peut décoller les slats rentrés. Je ne suis pas en train de suggérer ça. Probablement, s'il tente, probablement, il se ramassera aussi, tout aussi bien qu'un Boeing. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'un Boeing a beaucoup moins de marge aérodynamique par choix. Il n'y a rien dans ce que je suis en train de dire qui suggère que l'un des choix est meilleur que l'autre. C'est tout simplement, je suis en train de dire qu'aérodynamiquement, les Boeing volent plus rapidement. C'est un choix technologique. Il est ni mal ni bien. C'est juste un choix qui différencie ces deux types d'avions. Bon, tout ça pour vous dire, j'exclus quant à moi cette histoire de slat et de voler. Je n'y crois pas du tout, mais on verra quand le rapport final sortira. Maintenant, la vidéo que je vous ai montrée hier, cette vidéo où on voit des gars parler, l'avion s'éloigner, tout ça, je vous avais dit qu'au début de celle-ci, on entend un bruit, comme un bruit d'hélice. On entendait juste tac-tac, très rapide. Aujourd'hui, bonne nouvelle, la vidéo originale haute qualité est sortie. Ça veut dire que maintenant, on peut mieux voir et surtout mieux entendre. Et j'aimerais que vous entendiez le bruit que fait cet avion. Quand on entend ce bruit, on réalise qu'il fait le même bruit qu'un avion d'aéroclub, littéralement. On a un bruit d'hélice. C'est probablement ce qu'on appelle la RAT, R-A-T, Ram Air Turbine. Sur le 787, il y a une turbine qui est placée vers l'arrière, un peu vers le train d'atterrissage arrière principaux. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est que quand il y a une perte d'électricité ou perte de moteur, dans certaines situations, ce qu'elle va faire, elle va sortir toute seule. Elle peut être sortie manuellement, mais
il y a des situations où elle sort toute seule. Elle a en fait une sorte d'alternateur, une hélice, et avec le vent relatif, cet alternateur-là va fournir de l'électricité à l'avion. Donc, si elle sort, on peut imaginer qu'on est dans une situation où les deux moteurs sont arrêtés. On a vu la rate, la dernière fois qu'on en a parlé sur ce canal, c'était quand cet avion pakistanais, un Airbus A320, s'est écrasé. Vous vous rappelez quand il avait tapé avec les deux moteurs, il a tapé les deux moteurs parce qu'il a tenté d'atterrir sans train d'atterrissage. D'ailleurs, je vous en ai parlé quand c'était une news, mais j'ai jamais plus parlé par la suite. Il faudrait peut-être que je fasse une vidéo rétrospective sur ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as les deux moteurs qui ont tapé, donc finalement ils sont arrêtés, et à un moment donné, on voit la rate qui était sortie. Ça signifie pour fournir encore de l'énergie à cet avion en utilisant la force de l'air relatif. Cette rate fait un bruit particulier qu'on entend dans le cas de l'Air India. Donc on est grosso modo en train d'aller, n'est-ce pas, vers une situation de deux moteurs à l'arrêt, ce qui est assez cohérent avec la trajectoire que nous voyons, et les volets ne semblent pas être un facteur à ce stade. Donc, on a aussi autre chose. On a le témoignage du rescapé, un rescapé qui était assis en place 11A, et miraculeusement, il a survécu. Les médias l'ont probablement mal ont fait une mauvaise traduction quand ils ont dit qu'il a sauté de l'avion. En fait, il n'a pas sauté de l'avion pendant qu'il était en vol. C'est probablement, il y a eu un impact et puis il a sauté pour s'éloigner du feu et tout ça. C'est probablement ce qu'il a voulu dire. Certains médias ont même aussi cherché à corroborer cela en montrant un objet qui semble tomber de l'avion, en disant, regardez, il a probablement ouvert une issue de secours pour sauter. Ce qui semble peu probable qu'un passager libère sa ceinture, aille ouvrir une issue de secours avec une pressurisation positive. Il faut savoir que je ne suis pas 100% sûr, j'ai de la doc, mais vraiment beaucoup sur le 787. Mais souvent, les avions de ligne, quand ils décollent, il y a une légère surpression à l'intérieur. D'ailleurs, tu ressens dans tes oreilles qui permet de plaquer les portes contre leurs joints. Et donc, techniquement parlant, si quelqu'un se lève et tente d'ouvrir une issue de secours alors que l'avion est dans cette config, je doute qu'il puisse juste comme ça l'ouvrir. Et en plus, les médias montrent ce qu'ils appellent la porte tombée, mais ils ne montrent pas le passager sauter derrière. Donc, vraiment, c'est une idée extrêmement farfelue. Cet objet qu'on voit sauter, cet objet, c'est vraisemblablement, lorsqu'il y a un accident aérien, il y a quelque chose qui saute parfois, qui rebondit violemment contre le sol et qui peut monter très haut, c'est les trains d'atterrissage. Comme c'est des pneus gonflés à l'azote, ils peuvent tout à fait taper brutalement contre le sol. S'ils n'explosent pas, s'ils n'éclatent pas à ce moment-là, ils se déchirent, eh bien, ils vont rebondir assez haut et tomber. Donc, les trains d'atterrissage, on voit deux, on voit les deux. Il y en a un qui s'est encastré dans le bâtiment, donc celui-là est resté là. Et il y en a un autre qui semble un petit peu à l'air libre, et c'est celui-là probablement qui a rebondi dans les images qui ont été très largement partagées, et à tort d'ailleurs, par les médias. Autre chose. Le passager qui a eu la vie sauve, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte il dit la lumière est partie, elle est revenue, la lumière est partie, et la lumière verte, etc. Ok. Ce témoignage est très intéressant. Et si on essaie de le corroborer avec ce qui s'est passé, voici un petit peu ce qu'on peut comprendre. L'avion s'aligne sur la piste pour décoller, met les gaz, commence à accélérer, passe la vitesse de décision V1. Et donc, ce qui va se passer, c'est que maintenant, le pilote enlève la main des manettes. Là, il est obligé de décoller quoi qu'il arrive. À ce moment-là, on a une panne moteur à un moment donné. Pourquoi? On verra. Peut-être qu'il s'est pris des oiseaux, même si on n'en a pas vu. Peut-être qu'il y a eu quelque chose, mauvaise maintenance, quelque chose est arrivé. D'ailleurs, on passe juste entre nous. Ces derniers jours, il y a eu une alerte sur l'un des moteurs sur cet avion-là. Il y a eu une alerte qui a donné lieu à certaines inquiétudes, mais qui a été vérifiée, validée et tout. Mais sur l'un des moteurs, il y avait une alerte. Je peux absolument pas vous en dire plus. Vous le verrez nulle part. Ça vient d'ici, ça vient de ce canal, ça vient de moi. Mais il y a eu des inquiétudes. Un des moteurs a donné des inquiétudes sur cet avion-là même. Donc, un des moteurs, mettons qu'il donnait des inquiétudes depuis quelque temps, eh bien, il l'a lâché. Okay.
L'avion continue d'accélérer, il se cabre, il s'arrache du sol. Au moment où le moteur lâche, l'APU, il faut savoir que l'APU du 787, elle a une position auto-start. S'il y a une perte d'un moteur, elle peut démarrer toute seule. Donc attention, au moment où le moteur est perdu, l'APU va engager son cycle d'auto-start, mais elle peut mettre facilement 15 secondes, plus quelques secondes avant que les génératrices montent en charge et qu'elles soient capables de délivrer du courant. Mais on va dire qu'à ce moment-là, l'APU va se déclencher. La lumière dans la cabine, on cherche à corroborer l'histoire du passager. La lumière dans la cabine, elle est normale. Si un moteur tombe en panne, la lumière ne va pas changer. L'avion ne va pas faire une embardée brutale si un moteur tombe en panne. Parce que certains ont dit, oui, mais je vois un léger crabe au décollage, mais je ne le vois pas faire un mouvement sec, etc. Le mouvement ne sera pas si sec sur un 787. La raison, c'est qu'il a une capacité de corriger lui-même la dissymétrie causée par une panne moteur. Donc il le corrige de manière tellement jolie, tellement souple, que tu ne verras pas quelque chose de brutal comme si un pilote humain avait corrigé. Donc il corrige pratiquement la quasi-totalité du départ, n'est-ce pas, de la dissymétrie. Il va la corriger tout seul. C'est un avion très très moderne, très perfectionné. Donc c'est pour ça que tu ne verras rien de spectaculaire en cas de panne moteur. Donc je rajoute, notre avion commence à monter. À ce moment-là, les pilotes prennent, forcément, ils ont un vario positif, donc ils font quoi? Premier geste après le décollage, vario positif, la manette du train d'atterrissage, clac, commence à rentrer le train d'atterrissage, la séquence commence, le train d'atterrissage, le bogie principal fait clac, comme ça il part à l'horizontale, n'est-ce pas? Le tilt est annulé par un petit vérin, à ce moment-là, le deuxième moteur s'arrête. Il s'arrête pourquoi? J'en sais rien. La même raison que le premier, il a bouffé des oiseaux, il a été arrêté par erreur, par un pilote qui a réagi en se disant clac, ça peut arriver. Rappelez-vous le Concorde, le Concorde qui a fait à peu près, le Concorde a fait la même trajectoire que cet avion. Décollage, pas de moteur lors du décollage, il monte, il veut aller au Bourget, il n'y arrive pas et il tombe, il décroche. Durant l'accélération, au décollage, il y a un moteur qui était déjà arrêté manuellement. Tu vois ce que je veux dire? Donc des fois, on peut avoir des réactions un petit peu rapides, intempestives et malheureusement qui peuvent être mal inspirées. Donc, est-ce que c'est un humain qui l'a arrêté? Oui, why not? Pourquoi pas? En tout cas, peu importe la raison. Une fois que le deuxième moteur s'arrête, ce qui va se passer, c'est que la lumière part. Alors, plusieurs choses vont se passer très rapidement. La lumière dans la cabine s'éteint et tout de suite s'allume une lumière justement avec des allées vertes et tout, c'est la lumière des issues de secours. Celle-ci, elle est absolument prioritaire et donc elle va fonctionner sur les batteries de l'avion. Donc qu'est-ce qu'il voit le passager? Il voit la lumière s'éteindre, tout de suite les issues de secours être affichées. Pendant ce temps-là, la rate, clac, elle va sortir, le tableau de bord côté copilote s'éteint. Parce que la rate, elle va être très minimaliste dans ce qu'elle donne comme courant électrique. Il n'y a pas assez pour alimenter tout, d'autant plus que l'avion ne va pas très vite. Donc, il faut faire des choix. Le train d'atterrissage ne va pas continuer sa montée, on est d'accord là, parce que la rate, même si elle fournit du courant électrique, elle peut alimenter des pompes électriques, des pompes hydrauliques. D'ailleurs, c'est le but de toute la rate, ça sera plutôt pour les commandes. Je sais que sur la majorité des avions, la rentrée du train d'atterrissage, dans la configuration du circuit hydraulique, la rentrée d'atterrissage, du train d'atterrissage, n'est pas quelque chose de prioritaire. Et franchement, je n'ai pas encore bien regardé la doc, mais je donnerai ma main à couper que sur le 787, c'est pareil. Je vois mal un 787 qui est en train de voler lentement sur une rate. Je vois mal de l'énergie utilisée pour entrer le train d'atterrissage. Je ne crois pas que ce soit possible, mais si quelqu'un vient me détromper dans les commentaires, bon, c'est pas grave. Donc, je disais, à ce moment-là, les pilotes envoient un Mayday, d'accord? Ils disent qu'ils ont perdu de la puissance, ils envoient un Mayday. L'avion commence à revenir vers le sol en étant cabré, il revient lentement vers le sol, on parle de moins de 500 pieds par minute, n'est-ce pas? Et donc, ce qui va se passer, c'est que à un moment donné, l'APU arrive.
Ça signifie l'APU finit son cycle d'allumage, d'auto-allumage, et elle arrive. Au moment où elle arrive, les lumières se rallument dans la cabine. Donc à l'intérieur de la cabine, les lumières se rallument complètement. Donc là, par rapport aux passagers, ils voient les lumières partir, revenir, partir. C'est un petit peu l'effet que ça fait. Dans le cockpit, on a le tableau de bord du copilote là qui commence un peu à reprendre vie. On a très certainement le GPWS qui est en train de gueuler don't sink, perte d'altitude juste après le décollage, perte de hauteur après le décollage. Donc généralement, ça génère ce genre d'alerte. Donc les pilotes savent qu'ils sont en train de plonger, descendre, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, bien entendu, on va arriver vers l'impact. On va arriver vers l'impact avec le bâtiment qui abrite justement les étudiants en médecine. Et puis bon, voilà, le reste de l'histoire. Le reste de l'histoire, on la connaît, ce passager qui réussit d'une certaine manière à trajecter, puis il court pour sauver sa vie, tout ça. Donc voilà mes amis, c'est un drame énorme parce que là on compte à peu près 280 morts grosso modo en comptant ceux qui étaient dans l'avion, 242 moins 1 qui a survécu, donc 241 plus on est à peu près une cinquantaine de personnes décédées au sol, mais au fur et à mesure, c'est un bilan provisoire parce qu'au fur et à mesure qu'ils déblaient les gravailles et tout ça, plusieurs buildings ont brûlé dans ce périmètre, donc au fur et à mesure ils vont établir les choses avec plus de précision. Donc voilà mes amis, ça c'est l'histoire du 787, on verra plus tard, quand les boîtes noires auront été analysées, elles ont été retrouvées d'ailleurs. Quand elles auront été analysées, je vous donnerai plus de détails et tout ça. Donc, pour finir, je remercie bien sûr tout le personnel navigant, tous les contrôleurs aériens, les professionnels qui, à travers le monde, à travers les compagnies aériennes, à travers les avions, les pays, suivent ce canal. Et puis, m'aident beaucoup avec des informations, de la documentation, partagent leurs analyses, leur expérience. Et sans eux, ce canal n'aurait jamais pu exister. Merci à eux. À propos, mon calendrier de consulting, vous pouvez me consulter pour des histoires perso, professionnelles, etc. Il y a des dates et je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo et le commentaire épinglé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et on revient dans une prochaine.